Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série de chapitres et de présentations sur le Oxford Handbook on the Moroccan Economy. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est au cœur du développement économique et qui porte sur le rôle du système financier et bancaire. Et donc pour ce faire, je suis ravie d'accueillir professeur Ben Moussa, qui est professeur à l'UM6P et qui va nous expliquer quels sont les rouages du financement financier et bancaire dans notre économie marocaine. Quels sont les défis et quelles sont les opportunités? Bienvenue, professeur. Bonjour, merci de m'accueillir. Peut-être juste pour commencer par une première question qui est le rôle du secteur financier dans le développement économique. Quelle évaluation faites-vous du rôle joué par ce secteur dans le financement depuis l'indépendance et quels sont selon vous les principaux défis qui subsistent pour renforcer sa contribution dans le développement économique du pays? D'abord, il faut être conscient que le secteur bancaire est un pilier de l'économie nationale. C'est un acteur puissant dans le processus d'émergence de l'économie marocaine. C'est un secteur qui a existé très tôt dans l'histoire de notre pays, dès le début du XXe siècle, et le secteur bancaire était essentiellement, exclusivement contrôlé par des banques internationales. Et ensuite, dès le lendemain de l'indépendance, notre pays a pris conscience qu'il était important d'avoir une souveraineté financière si nous souhaitions parachever notre souveraineté politique. Et donc, dès le lendemain de l'indépendance, avec le gouvernement de Abdelrahim Bouhabid, on a créé, à l'époque, ça s'appelait la Banque du Maroc, puis Banque le Maghreb. C'était un premier acte de souveraineté financière du Maroc. Et puis, on a commencé à réglementer le secteur bancaire. Il y a eu une première loi bancaire post-indépendance. La première loi bancaire remonte aux années 40, 1943, mais la première grande loi bancaire marocaine remonte à 1967. Puis, il y a eu la loi bancaire de 1993 et la réforme du marché financier et du secteur bancaire avec ce qu'on a appelé le décloisonnement et la libéralisation. En même temps, nous avons commencé à constater une montée en charge progressive du capital marocain, du capital privé marocain dans les banques marocaines. Et le capital étranger a commencé à sortir progressivement jusqu'à encore il y a quelques semaines où on a eu une sortie de la dernière, on va dire, grande banque étrangère française en l'occurrence, d'une banque marocaine. Aujourd'hui, le capital dans le secteur bancaire est quasi exclusivement un capital marocain, avec une part relativement faible de l'État, du capital public, puisqu'il y a eu le programme de privatisation des banques, Crédit Populaire, BMCE et autres banques publiques. Et aujourd'hui, nous avons un secteur qui est dynamique, qui est puissant, qui est contrôlé par du capital privé marocain pour l'essentiel et qui contribue, qui apporte une vraie valeur ajoutée au financement de l'économie, au financement également du trésor, puisque les banques portent près de 300 milliards, à peu près 290 milliards de dirhams de bons du trésor, donc c'est le principal actionnaire de l'État. Les banques également contribuent à l'inclusion financière, à la bancarisation. Elles contribuent également à l'essor des grands groupes privés marocains, à la structuration de ces grands groupes. Et enfin, c'est un instrument de soft power puissant du Maroc, en particulier en Afrique subsaharienne. En même temps que je dis cela, je suis conscient également des limites du secteur bancaire. Or, ces limites, aujourd'hui, sont importantes. On le constate dans le sens où nous avons un modèle de financement de notre développement qui est aujourd'hui sous contrainte. La contrainte, d'une part, de l'endettement public est important. La contrainte également de la faiblesse de l'épargne internationale que nous arrivons à capturer au profit de notre économie nationale, qu'il s'agisse des IDE ou des investissements de portefeuille. Et enfin, la faiblesse de l'épargne nationale de longue durée, sachant que les 3/4 ou les 4/5 de l'épargne collectée par les banques, eh bien, c'est une épargne à vue. Donc, nous avons cette problématique. Nous avons également la problématique de financement de l'économie réelle, et en particulier des petites et moyennes entreprises et des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, le financement par les banques de ce segment entrepreneurial
est fortement lacunaire parce qu'il y a des problématiques, d'une part, de transparence financière et fiscale de ces entreprises, mais aussi parce qu'il y a une problématique d'appétence des banques à financer ce tissu économique. En réalité, la faiblesse de notre système bancaire réside dans la faible transformation de notre épargne en flux de financement de l'économie réelle. Et cette faible transformation, cette carence, réside dans 5 dimensions où elle s'explique par 5 facteurs. D'abord, la faible concurrence dans le secteur bancaire. C'est un secteur qui est fortement oligopolistique, avec 3 opérateurs sur plus d'une vingtaine qui concentrent les 3/4 ou les 2/3 plutôt des parts de marché dans les dépôts, dans les crédits, dans l'activité bancaire. Nous avons également une problématique de sanctuarisation de la marge d'intermédiation bancaire qui est trop forte, qui est autour de 3,8, 3,9, voire 4%. Et cette marge d'intermédiation bancaire n'a pas changé depuis 10 ans, 15 ans, alors que le taux directeur de la Banque centrale a été réduit de plus de 150 points de base, ce qui est une aberration. Nous avons également une problématique de réglementation bancaire, de régulation de la facturation des commissions qui sont prohibitives en direction des TPME et des particuliers et avec une faible protection de la clientèle bancaire. Nous avons également une problématique d'exposition excessive des banques sur le financement de la dette publique. Je vous disais tout à l'heure que c'est le principal créancier de l'État avec près de 300 milliards de dirhams de bons du Trésor domiciliés dans les portefeuilles titres des banques. Et enfin, nous avons une problématique de structure de financement de l'économie, puisque l'économie marocaine est une économie d'endettement et non pas une économie de marché. C'est-à-dire que l'essentiel du financement de l'économie est assuré par les banques et non pas par les marchés financiers, ce qui en fait évidemment un goulet et un goulot plutôt d'étranglement pour le financement de l'économie marocaine. Merci beaucoup. Peut-être je vais maintenant passer à la question. Vous avez abordé la question de la limitation de financement des TPME, qui reste une préoccupation centrale, malgré bien sûr de nombreux dispositifs qui sont mis en place. Vous avez abordé aussi quelques obstacles à ce financement, mais est-ce que vous pouvez un peu plus développer les obstacles à lever pour que le secteur bancaire y réponde au mieux aux besoins de ces TPME? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question d'offre ou de demande? C'est question d'obstacles en termes de TPME ou bien du côté du système bancaire qui est relativement averse au risque par rapport à ces... C'est les deux. Les deux problématiques expliquent la faiblesse du financement des TPME et c'est un vrai nœud gordien pour l'économie nationale. Nous devons dénouer ce nœud gordien et jusqu'à présent, toutes les politiques publiques qui ont été mises en œuvre à la fois par le ministère de l'économie et des finances, par Banque El Maghreb, mais aussi les décisions de politique de crédit adoptées par les banques en concertation dans le cadre du GPBM, qui est l'organisation professionnelle du secteur, toutes ces politiques publiques ont échoué dans cette quête de libération du financement des TPME. À vrai dire, la problématique réside dans le fait que notre secteur bancaire est plus un marché dirigé, je dirais, par les prix que par les volumes. Je m'explique. Dirigé par les prix, c'est-à-dire que comme les banques ont sanctuarisé leur marge d'intermédiation bancaire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait de la croissance ou pas, qu'il y ait de la dynamique économique ou pas, qu'il y ait des investissements ou pas, elles ont sanctuarisé leur marge d'intermédiation bancaire du fait de la situation oligopolistique, de la faible concurrence et du fait également d'une réglementation bancaire qui leur est très favorable, très conciliante par rapport aux impératifs de leur rentabilité et de leur compte d'exploitation, eh bien, les banques n'ont pas beaucoup d'appétence, elles ne sont pas contraintes à développer les encours de crédit, en particulier en direction des TPME, pourvu qu'elles arrivent à sanctuariser leur marge d'intermédiation avec des encours de crédit qui restent plus ou moins stagnants ou faiblement croissants. Et donc, la problématique réside ici. Il faut qu'il y ait, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. Or, comme il n'y a pas d'intérêt des banques en direction du segment des TPME, il n'y a pas d'action, en tout cas, il n'y a pas d'action convaincante. Alors,
quelles sont les problématiques sur lesquelles butent les TPME et qui sont autant d'arguments des banques pour expliquer la faible appétence vis-à-vis de la distribution du crédit aux TPME et en particulier au secteur industriel, j'y reviendrai. Eh bien, on dit que les TPME sont faiblement transparentes, qu'elles sont réticentes au partage de pouvoir dans le capital. C'est des entreprises familiales qui ont une faible transparence financière, qu'elles ne sont pas toujours bien gérées, qu'elles ont un profil de risque très élevé. C'est en partie vrai, c'est en partie faux. Et le rôle du système bancaire est de trouver les solutions à ces problématiques et non pas de rester en chien de faïence en train d'observer ces problématiques sans proposer des solutions. C'est pour ça qu'il faut, de mon point de vue, revoir toute la relation entre les banques et le segment des TPME, qui est, je le rappelle, la part la plus importante de l'économie nationale. Nous avons aussi une problématique simple de définition de la TPME. Et ça interpelle l'Institut d'émission, la Banque centrale au premier chef, puisque Banque El Maghreb indique que la TPME, c'est toute entreprise qui a un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 175 millions de dirhams. Pour ma part, je considère que c'est une définition trop grossière de ce segment qui nécessite une analyse beaucoup plus fine. D'ailleurs, l'Observatoire marocain de la TPME fait ce travail et le fait de façon beaucoup plus fine. Et il définit ce qu'on appelle les micro-entreprises, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires annuel compris entre 3 et 10 millions de dirhams. Les très petites entreprises, chiffre d'affaires compris entre 10 millions et entre 0 et 3 millions de dirhams pour les micro-entreprises, 3 à 10 millions de dirhams les très petites entreprises, 10 à 50 millions de dirhams les petites entreprises, 50 à 175 millions de dirhams les moyennes entreprises et enfin, au-delà de 175 millions de dirhams, les grandes entreprises. Or, Banque El Maghreb, dans son rapport annuel, indique que les TPME concentrent aujourd'hui à peu près 40% du crédit bancaire, au moment où elles représentent 99% de l'effectif de nos entreprises. Donc vous voyez bien déjà qu'il y a une disharmonie, un déséquilibre, mais l'analyse sur un seul seuil de 175 millions de dirhams n'est pas pertinente et il faut que la Banque centrale étudie de façon fine la distribution du crédit bancaire par sous-segment, comme l'Observatoire marocain de la TPME le fait, et on se rendrait compte qu'en réalité, les petites entreprises, les très petites entreprises, les micro-entreprises ont une part extrêmement faible du crédit bancaire, ce qui démontre qu'en réalité, eh bien, les TPME ne sont pas au centre des intérêts des banques et sont carrément une sorte de variable d'ajustement pour le compte d'exploitation des banques, d'autant plus que les banques facturent des commissions très élevées pour les particuliers et les TPME, facturent également des marges d'intermédiation importantes, des primes de risque importantes, donc des taux d'intérêt débiteurs très importants, et bien évidemment au détriment des TPME et au profit des grandes entreprises. Très bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Je vais passer à une autre dimension qui est l'externalisation de ces banques marocaines et particulièrement en Afrique. Comment appréciez-vous cette dynamique? Quelles sont les opportunités que cette dynamique offre pour le Maroc et quels équilibres faut-il éviter à maintenir vis-à-vis du financement de l'économie marocaine? Alors, le développement à l'international des banques, il a commencé d'abord en direction de l'Europe. À la fin des années 70, au début des années 80, les banques ont commencé à ouvrir des bureaux de représentation en Europe pour servir la clientèle des Marocains du monde, les Marocains résidant à l'étranger. Et ensuite, en parallèle avec toute la stratégie diplomatique conduite par Sa Majesté en Afrique et en particulier en Afrique subsaharienne, eh bien, les banques ont essayé d'accompagner cette orientation de notre soft power et ont commencé à s'implanter dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est évidemment un point positif. Si bien qu'aujourd'hui, ces pays d'Afrique subsaharienne constituent pour certaines banques une part très importante de leurs revenus, de leur PNB. Généralement, cette contribution en données consolidées se situe entre 20 et 25% jusqu'à 40% pour la banque la plus exposée
aux pays d'Afrique subsaharienne, ce qui est un aspect positif. Et donc, nous avons développé une présence marocaine dans le secteur bancaire de ces pays-là, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, etc., etc. Et ça, c'est positif. Pour autant que je dise cela, je dois aussi constater à regret que la contribution des banques marocaines et de leur implantation dans ces pays au développement de l'économie nationale en Afrique est très faible. Et je le vois à travers, d'une part, les JV, les joint ventures qui sont élaborés entre les grands groupes privés marocains et les entreprises locales dans ces différents pays. Il en existe dans le secteur bancaire que je viens de citer, mais aussi dans les télécoms, dans le BTP, dans le secteur cimentier, mais c'est très insuffisant. Il faut donc faire beaucoup plus d'efforts pour créer davantage de JV entre les groupes privés marocains et les groupes africains, subsahariens. Et ça, évidemment, le rôle du secteur bancaire marocain est important, il est primordial pour créer l'occasion de développer ces JV. Par ailleurs, notre commerce extérieur reste, j'allais dire, Union européenne dépendant. Malgré la cinquantaine d'accords de libre-échange que nous avons signés, malgré la diversification de nos exportations sur tous les continents, malgré le développement d'accords commerciaux bilatéraux, eh bien, force est de constater que le commerce extérieur marocain, et en particulier, bien évidemment, les exportations marocaines, sont essentiellement tournées vers l'Union européenne. C'est plus de 60% et plus de 40% domiciliés dans 2 pays seulement, la France et l'Espagne. Et le développement de notre commerce extérieur vers l'Afrique et l'Afrique subsaharienne est encore timide. En 2024, c'était à peu près 7% de nos exportations qui étaient réalisées en Afrique. Je pense qu'à fin 2025, on ne doit pas être très loin de ce chiffre, peut-être proche de 8%. Ça montre bien que le potentiel il est considérable et faiblement exploité. Et les banques marocaines ont un rôle très, très important à jouer pour développer le commerce extérieur vers l'Afrique, inciter nos industries, nos entreprises industrielles à exporter vers l'Afrique et à construire des JV avec des grands groupes privés nigérians, sud-africains, ivoiriens, sénégalais, gabonais, camerounais et d'autres pays d'Afrique subsaharienne pour que nos économies soient davantage interdépendantes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, très bien, merci beaucoup, professeur. Peut-être en passant maintenant au marché de capitaux, on a beaucoup parlé du secteur bancaire. Et on voit que la bourse de Casablanca peine à s'imposer comme source de financement alternative au crédit bancaire. Quel facteur explique cette situation et quelles pistes envisagez-vous pour dynamiser le marché de capitaux au Maroc ? Alors, la bourse de Casablanca est un point névralgique dans le modèle de financement de l'économie marocaine. C'est un secteur qui a bénéficié de l'attention des pouvoirs publics depuis le milieu des années 90, avec la grande réforme des marchés des capitaux, où on a introduit dans notre pays des dispositifs, des outils, des réglementations conformes aux meilleurs standards internationaux. Et donc, on a créé la société gestionnaire de la bourse de Casa avec une gestion privée, on a créé les sociétés de bourse, on a créé les sociétés de gestion, les OPCVM, on a créé le dépositaire central, on a réglementé les introductions en bourse, les IPO, on a réglementé les OPV, les OPA, les OPR. On a, depuis cette date, fait évoluer la réglementation à travers des règlements généraux de la bourse de Casablanca qui essayent d'épouser les nouvelles techniques financières, les nouvelles réglementations financières et les nouveaux outils permettant de bien mesurer, de bien contrôler, de bien réguler les risques de marché. Il y a quelques semaines, on a lancé un marché à terme sur indice. Donc, il y a une vraie dynamique, il y a une vraie évolution réglementaire qui est intéressante. Pour autant, le poids de la bourse de Casa dans le financement de l'économie est relativement marginal. Pourquoi est-ce que je dis ça ? D'abord parce que le nombre de sociétés est faible. Il y a 30 ans, lorsqu'on a fait cette réforme, il y avait un peu plus de 70 sociétés cotées. Aujourd'hui, il y a toujours un peu moins de 80 sociétés cotées. Alors, il y a eu plusieurs sociétés qui ont été radiées et plusieurs sociétés qui ont été introduites en bourse. Mais numériquement,
Nous sommes à moins de 100 sociétés cotées à la bourse de Casa, moins de 80 précisément, au moment où les grands marchés boursiers des pays émergents et des pays développés comptent plusieurs milliers de sociétés cotées. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est que nous sommes dans notre pays dans un paradoxe. Et les politiques publiques, depuis 30 ans, n'arrivent pas à régler ce paradoxe. Et tant que nous ne serons pas en capacité de régler ce paradoxe, nous n'arriverons pas à libérer le marché financier. Et si nous ne libérons pas le marché financier, le financement de notre développement sera toujours sous contrainte. C'est quoi ce paradoxe ? Eh bien, nous avons, je le disais tout à l'heure, une économie d'endettement et non pas une économie de marché, ce qui veut dire que tout l'effort de financement de l'économie, du secteur public, du secteur privé, est assuré par les banques et non pas par le marché financier. Donc forcément, nous sommes corsetés, nous sommes entravés, nous sommes freinés dans notre processus de financement de notre développement. Donc nous devons nous libérer de ce corset en développant nos marchés financiers comme le font certains pays émergents et comme le font surtout les plus grandes économies de la planète. Par ailleurs, nous avons une structuration de l'architecture financière qui présente des paradoxes, qui présente des incohérences. La plus importante, de mon point de vue, c'est que nous avons commencé un processus de démutualisation du capital de la bourse de Casablanca, ce qui veut dire ouvrir son capital à tous les opérateurs du marché financier. Auparavant, ce capital était détenu uniquement par les sociétés de bourse qui avaient le monopole de l'intermédiation boursière. Elles ont toujours, ces sociétés de bourse, le monopole de l'intermédiation boursière, du brokerage, mais le capital de la bourse Casablanca a été ouvert aux autres acteurs du marché financier, le secteur bancaire, le secteur des assurances, Casablanca Finance City et le groupe CDG. C'est bien, mais c'est insuffisant. Il faut aller au-delà. Aujourd'hui, les banques contrôlent 39% du capital de la bourse de Casablanca. C'est le principal actionnaire de la bourse de Casablanca et le principal décideur, ce qui est une incohérence, parce que le marché boursier est par construction, par définition, en concurrence avec le secteur bancaire, dans le financement des entreprises plus particulièrement. Donc comment pouvez-vous avoir dans votre tour de table et comme actionnaire principal qui prend toutes les décisions stratégiques, notamment de nomination, celui qui est votre principal concurrent. Donc, ce que nous devons faire comme orientation, c'est poursuivre le processus de démutualisation du capital de la bourse de Casablanca pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun secteur, aucun opérateur qui soit dominant et donc réduire, diluer la part du secteur bancaire dans le capital à une position qui ne lui donne pas l'exclusivité dans le processus de décision stratégique, diluer également la part du groupe CDG et ouvrir ce capital à d'autres acteurs, d'autres institutionnels, notamment internationaux, et surtout faire évoluer la bourse vers un processus de fusion avec d'autres bourses africaines. Je pense en particulier à la bourse régionale des valeurs mobilières, qui est la bourse régionale des pays de l'UOMOA, dont le siège se trouve à Abidjan, ou alors la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, qui se trouve à Douala, au Cameroun. En tout cas, donner une taille critique à la bourse de Casa par ce processus de fusion pour qu'elle soit plus visible dans la cartographie des marchés boursiers financiers internationaux pour les fonds emerging markets qui s'intéressent à ces marchés et évidemment également trouver un partenariat, y compris capitalistique, avec une des plus grandes bourses mondiales, comme par exemple Euronext Paris, le London Stock Exchange, le NYSE à New York ou le Nasdaq à Chicago. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que la bourse de Casablanca soit vraiment un marché boursier attractif pour les flux internationaux et qu'elle ait la taille critique. Enfin, il faudrait également que le projet de Casablanca Finance City, qui malheureusement n'a pas atteint ses objectifs et qui aujourd'hui est carrément un simple projet immobilier, devienne véritablement conforme à l'idée originale qui est celui de créer une véritable plaque tournante financière, pas simplement pour l'économie marocaine, mais pour l'ensemble des économies africaines. Et il faut que ce Casablanca Finance City soit un pôle d'attraction des flux de portefeuille des IDE du monde entier, non seulement vers le Maroc, mais aussi vers l'ensemble des pays africains.
Très bien, merci beaucoup. Peut-être en conclusion, vous avez déjà abordé quelques priorités stratégiques, mais j'aimerais quand même avoir un peu plus de détails sur les quelques recommandations peut-être politiques pour que le secteur financier accompagne plus efficacement les ambitions de développement du pays dans les prochaines années. Alors, il faut que les gens qui nous écoutent prennent conscience que l'enjeu du financement est absolument primordial, il est capital. Nous sommes dans une période de la vie de notre pays où nous nous engageons dans des projets stratégiques, fortement exigeants en termes de financement. Je pense en particulier à toute la politique de développement de notre patrimoine infrastructurel. Je pense en particulier au développement des industries dans les énergies renouvelables, dans l'hydrogène vert. Je pense également à l'organisation de la Coupe du Monde 2030 qui nécessitera quelques dizaines de milliards de dirhams d'investissement dans les équipements. Et enfin, et c'est le plus important, c'est le projet royal, le projet de Rennes de généralisation de la protection sociale pour tous les Marocains, ce qui nécessitera, bon an, mal an, un budget de l'ordre de 45 à 50 milliards de dirhams à la charge de l'État si on veut couvrir à la fois la protection contre le risque de maladie, mais aussi la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi. Et donc, nous avons besoin d'être en capacité de produire de la richesse qui va se transformer en flux de financement. Pour cela, évidemment, si on compte uniquement sur l'endettement public ou sur l'intermédiation bancaire, nous sommes mal barrés. Et donc, si nous voulons le faire dans des conditions soutenables, dans des conditions durables, assurant la pérennité de nos finances publiques, nous sommes condamnés à développer nos marchés des capitaux, nos marchés financiers. Ce qui veut dire jouer sur les deux jambes, le secteur bancaire et le marché financier. Premier point. Deuxième point, pour y parvenir, nous devons mener des réformes. Des réformes à la fois qui concernent l'industrie bancaire et l'industrie financière et l'industrie boursière. Pour ce qui concerne l'industrie bancaire, nous devons régler les problématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure au début de notre entretien et régler les problématiques de marge d'intermédiation, de financement de la TPME, de protection de la clientèle, d'introduction de la concurrence dans le secteur bancaire, de libération des énergies pour qu'on puisse créer des banques régionales, des banques spécialisées par métier, des banques digitales. Tout ça nécessite un nouveau mindset, une nouvelle réglementation et une nouvelle approche de la Banque centrale à l'égard du secteur bancaire. Autrement dit, revoir le business model de l'industrie bancaire. Nous devons également, comme deuxième axe de réforme, reconsidérer les axiomes de la Banque centrale, en particulier son mandat. Nous sommes au Maroc dans le cadre d'un mandat unique, c'est-à-dire la maîtrise de l'inflation, au moment où toutes les banques centrales dans le monde entier ont réalisé leur transformation, leur remue, et elles ont adopté soit le mandat dit dual, soit le mandat hiérarchique. Ce qui veut dire que la Banque centrale ait une double préoccupation, la maîtrise de l'inflation et de la valeur de la monnaie, mais en même temps la maîtrise de l'emploi et le soutien à la croissance économique. Cette transformation n'existe pas dans notre pays et nous devons revoir les statuts de Banque El Maghreb et introduire dans ces statuts ce double mandat. Comme nous devons revoir la politique prudentielle de la Banque centrale, en particulier la politique macro-prudentielle et micro-prudentielle, qui est pour l'essentiel dictée par le comité de Bâle, lequel comité de Bâle relève d'industries bancaires anglo-saxonnes, fortement dominée par les marchés financiers, alors que nous sommes dans un pays où l'essentiel du financement est intermédié par le secteur bancaire. Et donc cette réglementation de Bâle 3, Bâle 4, a un impact relativement modéré sur le financement de l'économie anglaise, britannique, américaine ou autre. Mais dans notre pays, elle est, elle constitue un corset, comme je le disais tout à l'heure. Donc nous devons faire un effort considérable d'adaptation de cette réglementation bâloise à la réalité de l'économie marocaine, à la réalité des entreprises marocaines. Et cet effort d'adaptation, malheureusement, n'est pas fait par la Banque centrale. Troisième orientation, c'est évidemment tout ce que je vous ai indiqué sur la réforme des marchés des capitaux, du marché boursier, pour faire en sorte qu'on puisse mobiliser de l'épargne internationale, nationale, de longue durée et financer
à travers le marché boursier les projets d'investissement des entreprises, de toutes les entreprises, y compris des PME. Et enfin, dernier point qui me semble absolument fondamental, l'État a un rôle majeur à jouer. Non seulement en termes d'orientation de la réglementation, d'orientation de la législation, d'orientation de la loi qui encadre le marché boursier, qui encadre les banques, qui encadre la Banque centrale. C'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le Parlement qui décide de ces lois. Mais l'État a aussi un rôle très important à jouer en termes de locomotive dans le financement de l'économie à travers un pôle public financier et bancaire puissant. Aujourd'hui, les établissements bancaires détenus par l'État représentent une part infinitésimale dans le secteur bancaire. C'est une anomalie qu'il faut corriger. Comment le faire ? Eh bien, il faut regrouper tous les bras armés de l'État à caractère financier et bancaire autour d'une seule et même structure qui serait une sorte de banque publique d'investissement, une BPI Maroc, qui serait une consolidation de tous les outils existants au niveau marocain, les outils financiers bancaires détenus par l'État, au niveau du groupe CDG, le Fonds Mohamed VI pour l'investissement, le Crédit Agricole, le CIH, Temwilcom et d'autres structures, les regrouper autour d'un seul outil, autour d'un pôle public, pour avoir une cohérence, pour ne plus avoir de chevauchement et surtout pour avoir une taille critique, susceptible de financer l'industrie marocaine, susceptible de financer les TPME, susceptible de financer les territoires, et pas simplement par du crédit bancaire, d'investissement, d'exploitation, mais aussi par de l'accompagnement et par des prises de participation de la BPI dans les capitales de ces entreprises et les accompagner jusqu'à ce qu'elles atteignent une maturité suffisante. Ensuite, la BPI sort de leur capital et ensuite rentre dans d'autres entreprises. Et c'est par ce processus vertueux qu'on va réaliser la transformation structurelle de l'économie marocaine et surtout réussir la politique d'industrialisation du Maroc, parce qu'il faut prendre conscience que malgré l'adoption de 5 plans d'industrialisation depuis 2005, eh bien, le PIB industriel présente la physionomie d'un encéphalogramme plat, puisque le PIB industriel représente toujours 15% du PIB national, comme c'était le cas il y a 20 ans, ce qui montre bien qu'il y a une problématique de financement, de développement de l'industrie et de financement de l'industrie. Je vous donne un seul chiffre qui est parlant à lui seul. Les banques, en une dizaine d'années, ont augmenté leur encours de crédit de l'ordre de 400 milliards de dirhams. Aujourd'hui, l'encours de crédit des banques est autour de 1250 milliards de dirhams. Donc, il est passé de 850 milliards à 1250 milliards. Les crédits d'équipement, c'est à peu près 300 milliards. Et si je m'intéresse, si je regarde de près les crédits d'équipement aux industries manufacturières, c'est ça qui est l'indicateur le plus pertinent. C'est ça qui montre quel est l'effort des banques pour accompagner la politique d'industrialisation du Maroc. Eh bien, nous sommes à un chiffre inférieur à ce qu'il était il y a 10 ans. Très bien, merci beaucoup professeur pour ces éléments de réponse et pour votre analyse qui est très très pertinente sur le rôle et les défis du secteur financier et bancaire. Je remercie aussi notre audience et je vous dis au prochain épisode. Merci. Merci beaucoup.